Il y a tout juste 20 ans, le Parlement français adoptait le projet de loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie. Ce texte, porté à l'époque par Corinne Lepage, ministre de l'Environnement, consacrait le droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé. C'est la formule écrite noir sur blanc. 2 décennies plus tard, il est incontestable que ce texte a permis des avancées importantes, comme l'élaboration obligatoire des plans de déplacement urbain dans toutes les villes ou l'émergence d'un réseau solide et performant de mesure de la qualité de l'air sur tout le territoire français, sans doute un des meilleurs d'Europe d'ailleurs. Pour autant, la pollution de l'air reste pour la France un problème majeur. Si on a réussi à réduire quasiment à néant la pollution au dioxyde de soufre, comme quoi c'est possible. On a laissé prospérer, malheureusement, les émissions de dioxyde d'azote et la formation d'ozone, de même que la pollution aux particules fines s'est aggravée par ce que l'on pourrait appeler une hyper-dieselisation du parc automobile français. Depuis 20 ans, les collectivités locales, villes et régions en tête, ont fait des efforts importants en termes de développement de l'offre en transport en commun et aussi parfois de réaménagement des villes en faveur des piétons et des cyclistes. Ces efforts sont aussi ceux des Français, qui sont très nombreux à avoir changé leurs habitudes de déplacement. Mais malheureusement, dans le même temps, l'explosion de la circulation routière périurbaine, du transport de marchandises par camion et l'augmentation de la part de marché des motorisations diesel ont éclipsé ces efforts et annihilé un certain nombre de bons résultats qui concernent du coup plutôt les centres-villes. Le bilan global en matière de pollution de l'air reste malheureusement négatif. Ainsi, on évalue encore en France le nombre de décès prématurés liés à la pollution de l'air à plus de 40 000 par an. On estime que plusieurs milliers de décès et d'hospitalisations pourraient être évités si les normes de qualité de l'air françaises étaient conformes aux préconisations de l'Organisation mondiale de la santé. En France comme ailleurs, la pollution de l'air constitue le principal risque environnemental pour la santé selon l'Organisation mondiale de la santé. Et l'arsenal législatif dont nous disposons en la matière se révèle insuffisant. Par ailleurs, la dégradation de la qualité de l'air coûte très cher à notre pays. Selon une récente commission sénatoriale conduite par Jean-François Husson, sénateur Les Républicains, et Leïla Aïchi, sénatrice écologiste, le coût annuel de la pollution atmosphérique pour la France s'élèverait à plus de 100 milliards d'euros. À l'évidence, cela contribue aussi au déficit de l'assurance maladie et au déséquilibre budgétaire de notre système de protection sociale. Mais il menace également nos capacités productives, le rendement de notre agriculture et la durée de vie de nos bâtiments. Enfin, notre pays est régulièrement pointé du doigt pour manquement aux directives européennes en matière de qualité de l'air. Et en l'absence, je cite, de mesures rapides et efficaces, la Commission européenne pourrait saisir la Cour européenne de justice, comme elle l'a rappelé en juin dernier. Face à ce triple constat sanitaire, économique et juridique, l'évolution de notre législation s'impose comme une nécessité. La proposition de loi que je défends aujourd'hui avec mes collègues écologistes n'est pas une nouvelle loi sur l'air. C'est à mon sens par ailleurs souhaitable que l'on réfléchisse, que l'on travaille à une nouvelle loi sur l'air, mais ce n'est pas faisable malheureusement dans le cadre d'une séance d'initiative parlementaire réservée au groupe. La proposition de loi examinée aujourd'hui vise à répondre à quelques problèmes concrets et constatés ces dernières années. Premier problème, les élus locaux regrettent de ne pas être suffisamment consultés. Les associations agréées de surveillance de la qualité de l'air alertent sur la fréquence des dépassements des seuils réglementaires, plusieurs dizaines de fois par an dans le cas de Paris, par exemple. Et les citoyens ne supportent plus de voir l'État et les collectivités locales se rejeter la responsabilité du déclenchement des mesures d'urgence dans une sorte de partie de ping-pong politique, alors qu'ils continuent, les habitants, d'inhumer, parfois pendant plus d'une semaine, un air qui est dangereux pour leur santé. On leur indique même qu'ils devraient ne plus sortir lorsqu'il s'agit des enfants en bas âge ou des personnes très âgées ou de toute personne ayant des problèmes respiratoires. C'est un comble. On demande d'ailleurs à nos compatriotes de ne plus sortir quand il fait beau, puisque c'est souvent le beau temps, les hautes pressions atmosphériques
qui contribuent à créer les pics de pollution sur la base des émissions polluantes. Pour répondre à ces incohérences, le dispositif de la proposition de loi prévoit le déclenchement automatique des mesures d'urgence, et notamment de la circulation alternée, en cas de pic de pollution persistant plus de 2 jours. Cette mesure permettra d'agir plus rapidement sur les niveaux de pollution et de mettre fin à la cacophonie politique lors de la survenance des pics. L'abaissement des normes réglementaires, c'est le deuxième objet de notre proposition, l'abaissement des normes réglementaires en vigueur afin que les seuils retenus en France soient conformes aux préconisations de l'Organisation mondiale de la santé, et la mise en œuvre de dispositifs d'aménagement professionnel permettant aux personnes de maintenir une activité professionnelle lors de la survenance des pics et des mesures qui en découleraient. Ces mesures n'ont pas été choisies au hasard. Elles se fondent sur un retour d'expérience de périodes récentes, les épisodes de pollution de 2014 et 2015, au cours desquels la mise en œuvre de la circulation alternée a permis de réduire le trafic routier et de faire baisser significativement le niveau de pollution aux particules fines et de dioxyde d'azote présents dans l'air. Par ailleurs, les auditions conduites dans le cadre de l'élaboration de la proposition de loi ont permis d'évaluer les conséquences de nos propositions. Ainsi, si les seuils préconisés par l'Organisation mondiale de la santé étaient respectés et si le déclenchement des mesures d'urgence était plus rapide, certains préfets seraient amenés à déclencher les mesures d'urgence plusieurs dizaines de fois par an, alors que cette mesure n'a été mise en œuvre que 3 fois en 20 ans, 3 fois depuis que la loi sur l'air a été adoptée. À l'évidence, ces dispositifs sont contraignants, mais ils revêtent surtout une forte dimension pédagogique et rendent perceptible la réalité de la situation en permettant aux habitants et aux élus de regarder la réalité en face. Les changements de comportement et les changements de politique des transports et de normes d'émissions de polluants pour les moteurs viendront aussi d'une prise de conscience sur la réalité et l'ampleur, la gravité du problème de la pollution de l'air. Je tiens à rappeler, par rapport aux épisodes de 2014 et 2015, qu'à chaque fois, il y a eu ce que j'appelais cette partie de mauvais ping-pong politique. Il faut rappeler d'ailleurs qu'on a beaucoup retenu qu'en 2015, l'année dernière, c'était le gouvernement qui n'était pas favorable au déclenchement de la circulation alternée et que c'était la mairie de Paris, si on parle du cas de l'Île-de-France, c'est la mairie de Paris qui l'avait demandé, par la voix de la maire de Paris. Mais il faut rappeler également qu'en 2014, c'était l'inverse, c'est-à-dire que c'était le gouvernement qui était favorable au déclenchement de la circulation alternée, et c'était le maire de Paris de l'époque qui y était défavorable. Et dans les deux cas, on a attendu longtemps, trop longtemps, pour agir, et les habitants ne comprenaient pas cette situation, y compris le déclenchement de la circulation alternée, lorsqu'il a été fait, qui était très efficace, est apparu comme venant trop tard. Et les habitants comprenaient encore moins l'absurdité de cette situation. Au cours des débats en commission, le groupe socialiste, par la voix de notre collègue Dubois, avait qualifié les dispositions de ce texte de cohérentes et de complémentaires. Je salue l'engagement du groupe majoritaire sur ce sujet et j'espère que les échanges que nous aurons aujourd'hui s'inscriront dans cette même volonté de bâtir ensemble un meilleur dispositif de gestion des pics de pollution. Par ailleurs, je veux rappeler que les dispositions prévues par notre texte convergent avec les récentes prises de position de la ministre de l'Écologie qui s'est exprimée en septembre 2015 en faveur d'un raccourcissement des délais de mise en œuvre des mesures d'urgence et en novembre 2015 en faveur de leur déclenchement automatique après consultation des collectivités territoriales. Plusieurs, bien sûr, et c'est dans notre proposition de loi, nous avons également retenu, bien sûr, le fait que c'était l'autorité préfectorale qui le décidait. Plusieurs discussions constructives ont d'ailleurs été nouées avec le ministère de l'Écologie dans le cadre de la préparation du débat d'aujourd'hui. Le gouvernement nous a confirmé que la rédaction d'un arrêté interministériel répondant aux objectifs de la proposition de loi était en voie de finalisation. J'espère, Monsieur le Ministre, que vous pourrez le confirmer très clairement tout à l'heure. Et les débats d'aujourd'hui permettront d'en savoir davantage sur cette démarche, sur son cadre, sur ses objectifs et sur son calendrier. Évidemment, est un point extrêmement important. Notre initiative parlementaire a permis tout à la fois d'enrichir et d'accélérer l'élaboration de cet arrêté. Enfin, la volonté a été exprimée par le gouvernement de maintenir cette proposition de loi, en l'amendant bien sûr, afin d'en faire un cadre adapté et complémentaire aux dispositions réglementaires qui pourront être prises, qui pourront être mises en œuvre
rapidement. Et j'insiste évidemment sur le caractère rapide, car nous n'avons que trop traîné en la matière. Je veux redire ici que si la modification de la loi nous semble constituer, la modification du cadre législatif français actuel nous semble constituer un geste fort qui traduit une volonté politique et un engagement résolu dans la lutte contre la pollution atmosphérique, cette évolution législative peut bien sûr s'accompagner en parallèle de dispositifs réglementaires qui pourront être rapidement appliqués et ainsi nous éviter de nous retrouver dans une situation similaire à celle que nous avons connue en 2014 et en 2015. Et je voudrais rappeler à cette occasion, pour finir, qu'on parle beaucoup de Paris et de la région Île-de-France, mais malheureusement, et l'étude que nous a fournie le réseau Atmo le démontre, le problème de la pollution de l'air touche toutes les régions de France. Certaines régions sont même plus touchées par certains polluants ou par d'autres que la région parisienne et la région Île-de-France. Je le dis d'autant plus que ma région est plutôt épargnée, et tant mieux pour les habitants de la région nantaise, mais il faut avoir une approche nationale et c'est aussi l'objet de notre démarche. Et j'espère, Monsieur le Ministre, que vous pourrez confirmer que c'est également l'objet des décisions que le gouvernement pourrait prendre rapidement par voie d'arrêté sur ce sujet. Merci de votre attention. Merci, Monsieur le rapporteur.